Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. L'actualité locale et régionale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mardi 10 avril. 3 jours de visites, conférences et tables rondes. Le Salon des maires d'Île-de-France a été inauguré ce matin à Paris. Il réunit l'ensemble des décideurs locaux autour de problématiques rencontrées par les collectivités territoriales. Dans cette édition, entretien sur place avec plusieurs élus yvelinois et franciliens. Une bibliothèque anatomique en 3 dimensions, procédé innovant à destination des étudiants de masso-kinésithérapie malvoyants. L'objectif, c'est de les aider à mieux se former. Le projet a été développé par une association et la fondation d'Assosystème basée à Vélizy. Et puis retour sur la 5e édition de la fête de la petite enfance. Elle se tenait samedi dernier à Trappes. Une journée ludique et un moment d'information pour les parents auprès des professionnels. Invité de ce journal, le comité Valentin Aoui des Yvelines. L'association organise ce samedi à Versailles une après-midi thématique sur les avancées technologiques et médicales pour les déficients visuels. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Il s'est donc ouvert ce matin à Paris, porte de la Villette. La 22e édition du Salon des maires d'Île-de-France se tient jusqu'à jeudi. Inauguration avec le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, et la présidente de la région, Valérie Pécresse. Le salon, c'est 3 jours de conférences, tables rondes, notamment en présence de l'ensemble des prestataires des collectivités territoriales. Élus, experts et techniciens se réunissent autour de grands thèmes d'actualité au cœur des préoccupations des décideurs locaux. C'est l'occasion, par exemple, pour les maires franciliens d'échanger sur les difficultés dans leur commune. Question budgétaire, 25% de logements sociaux imposés par la loi SRU ou encore attentes des habitants de plus en plus exigeantes. Ce sont les problématiques rencontrées au quotidien par les maires des Yvelines. Un entretien réalisé par Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Le 22e salon des maires d'Île-de-France vient d'être inauguré en présence du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Un événement qui rassemble les 1300 maires des communes de la région, qui permet de créer des échanges entre les acteurs privés et les acteurs publics, dans un contexte où les maires connaissent de nombreuses difficultés actuellement. En compagnie de Stéphane Baudet, le président de l'association des maires d'Île-de-France, donc l'organisateur de ce salon. Alors, quel est l'intérêt de ce salon pour les maires, les 1300 maires des communes d'Île-de-France ? Les intérêts sont nombreux. D'abord de démontrer qu'il n'y a pas de réforme dans un pays comme le nôtre sans les maires, parce que les maires sont des inventeurs du quotidien. Le deuxième élément, c'est évidemment l'échange des bonnes pratiques. Quand on est inventeur dans son coin, c'est mieux de le faire savoir et qu'on échange les bonnes pratiques. Et puis, troisième élément, c'est aussi de montrer que les maires se modernisent, que les maires entendent les messages, que les maires participent du désendettement de l'État, mais que les maires disent aussi, tout en réinventant le modèle communal, il faut nous écouter. Nous ne sommes rien d'autre que le reflet des aspirations de nos habitants, qui sont des aspirations qui changent. On voit la pression, on voit tous les maires qui démissionnent, on voit que ce mandat est de plus en plus dur. Donc on est aussi là pendant 3 jours pour dire, on est debout et on va résister. Alors les communes innovent, notamment hier, le maire de Maurepas, Grégory Garestier, et le maire de Jean-Pierre Sevestre, le maire de Coignères, ont annoncé vouloir former une commune nouvelle. Est-ce que c'est une solution pour justement faire face à ces problématiques ? La commune nouvelle, on sait, c'est une solution. Presque 600 communes nouvelles en France sur les 3 dernières années, c'est-à-dire 1900 communes en moins sans que personne s'en rende compte. J'ai moi-même, avec Francis Soie et Évry, annoncé pour Évry-Courcouronnes au vœu il y a quelques semaines que nous fusionnons et créons une commune nouvelle Évry-Courcouronnes au 1er janvier prochain. Je crois qu'il y a un projet également à Saint-Germain-en-Laye. Donc on voit que cette réalité se rapproche. Baisse de dotation d'un côté, on noie le pouvoir des maires dans des agglomérations de plus en plus grandes. La commune nouvelle devient évidemment une solution à la fois de reprise de pouvoir à l'intérieur de l'agglo. Demain, il y aura des agglomérations fortes, mais elles ne vivront que si à l'intérieur, il y a des communes qui sont fortes. Et en même temps, c'est la capacité technique, par l'harmonisation, par la mutualisation, de redéployer du service public pour les habitants. Comme vous le voyez, le Salon des maires d'Île-de-France, c'est l'occasion pour les acteurs publics d'échanger avec des partenaires privés, que ce soit des entreprises ou d'autres types de structures. Et nous sommes allés à la rencontre des maires yvelinois pour voir comment eux, ils font face aux problèmes dans le cadre de leur mandat. En compagnie de Pascal Thévenot, le maire de Vélizy, le maire républicain. Alors, quelles sont les problématiques face auxquelles vous vous êtes engagé actuellement en tant que maire ? La problématique, elle est budgétaire. On a beaucoup de projets. Encore à Vélizy, j'ai la chance d'avoir une économie dynamique avec des nouveaux sièges qui arrivent d'année en année, donc à compenser toutes les pertes. Mais moi, si vous voulez, en 4 ans, j'ai perdu toute ma dotation de fonctionnement.
Donc l'avantage, comme je suis toujours positif, c'est que j'ai une ville fiscalement autonome. Donc voilà, je ne suis plus à l'écoute des baisses plus ou moins importantes. J'ai zéro, voire une fiscalité négative en fait, puisque l'État me prend même sur ma fiscalité locale. Donc là, c'est la problématique qu'on a, c'est surtout ça. Autre maire présent avec nous, Jean-Claude Husson, le maire socialiste de la commune rurale de Saint-Arnoux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors pour vous, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien en tant que maire dans les Yvelines ? C'est toujours comme beaucoup de maires, les questions financières et puis aussi le nombre d'obligations par la loi. C'est-à-dire que les lois s'empilent avec à chaque fois des contraintes supplémentaires et c'est ça la première difficulté. Près de 250 exposants sont présents ici pour cette 22e édition du Salon des maires d'Île-de-France, notamment des acteurs privés partenaires des communes comme des aménageurs urbains ou des opérateurs téléphoniques. Et je suis en présence avec l'un d'entre eux, Hervé Gué, qui est directeur général de Citalios. Bonjour. Bonjour. Alors Citalios, c'est l'aménageur urbain commun au département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En quoi consiste votre activité en fait ? Alors notre activité consiste à mettre en œuvre les projets des collectivités, les projets urbains, des projets de toute taille, puisqu'on a à la fois des grandes opérations comme à Poissy ou de toutes petites choses un peu compliquées à mettre en œuvre. Et donc les collectivités font appel à nous, à notre savoir-faire pour faire en sorte que leur projet voit le jour. Alors on sait que certaines communes connaissent des difficultés, notamment en termes de finances locales, une baisse des dotations globales de fonctionnement, moins de recettes pour les communes. Est-ce que vous ressentez cette baisse des investissements des communes yvelinoises ? Bien sûr, nous la ressentons tous les jours et c'est quelque chose qui modifie profondément notre façon d'agir puisque ça impacte les projets que nous réalisons. Et pour cela, nous développons de nouveaux modes d'intervention en intervenant directement sur des projets, en achetant des terrains, en imaginant avec les élus, mais sans leur concours financier, des opérations qui sont celles qu'ils veulent voir réalisées sur leur territoire. Et nous les mettons en œuvre directement grâce à notre expertise et à nos fonds propres qui sont élevés et qui nous permettent ces interventions directes. Près de 20 000 visiteurs sont attendus durant ces 3 jours sur le salon. La journée de mercredi sera consacrée aux questions budgétaires, notamment avec une conférence sur la loi de finances 2018 ou encore une conférence sur la politique de la jeunesse. La dernière journée du salon, le jeudi 12 avril, sera consacrée au numérique. L'élection doit se tenir en octobre prochain. Les militants des Républicains des Yvelines doivent choisir leur président et il y aura au moins 2 candidats face à Pierre Bédier, président du département, Alexandra Dublanche. La conseillère régionale de 35 ans va faire équipe avec un autre élu régional, le trappiste Othman Nasrou, pour, je cite, donner une nouvelle image du parti. Le duo qui peut compter en tout cas sur le soutien du maire de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot, interrogé ce matin au Salon des maires d'Île-de-France par Nicolas Dandry. C'est une démarche en fait conjointe. On a lancé un appel pour finalement il n'y a pas de président au niveau de la fédération des Yvelines naturel. S'il y a une élection et qu'on n'est pas en Corée du Nord, 2 candidats, ça semble le minimum pour faire retrouver une dynamique et pour qu'il y ait un scrutin. Autrement, on décide qu'un tel est président et on ne fait pas d'élection, ce qui n'est pas le sens des Républicains et encore moins le sens dans les Yvelines. Pascal Thévenot qui fait partie, tout comme Alexandra Dublanche et Othman Nasrou, de la centaine d'élus signataires fin mars d'une tribune contre Pierre Bédier pour demander un renouveau politique dans les Yvelines. Zoom à présent sur ce projet innovant dont je vous parlais dans les titres. Il a été développé par une association et la fondation Dassault Systèmes installée à Vélizy. Une collaboration pour créer une bibliothèque anatomique en 3 dimensions. Elle est destinée aux étudiants de masso-kinésithérapie malvoyants pour leur permettre notamment de mieux se former et de favoriser leur intégration professionnelle. Les détails avec ce reportage de Nicolas Kirlovitz. Cela peut paraître étonnant, mais voici des vertèbres lombaires imprimées en 3D. Ces prototypes anatomiques ont été créés par le groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes. Ils ont pour objectif de soutenir la formation des étudiants masso-kinésithérapeutes malvoyants. À la différence du clairvoyant,
qui lui a la possibilité de voir d'entrée de jeu dans son ensemble la pièce anatomique. Le déficient visuel n'a pas cette capacité, donc il est nécessaire pour lui de pouvoir la palper, l'étudier grâce au toucher, et de pouvoir ensuite, en la démontant, apprécier l'ensemble du contenu d'une articulation. En France, 2000 praticiens masso-kinésithérapeutes ont un handicap visuel. Pour pouvoir développer son projet, le GIA s'est associé à la fondation Dassosystèmes. Quand j'ai reçu ce projet, ça m'a semblé évident parce que finalement, l'impression 3D qui s'appuie sur les mondes virtuels, l'impression 3D permet de créer des outils qui vont complètement révolutionner la manière dont ces étudiants qui ont des problèmes de vue, qui sont déficients visuels, vont pouvoir apprendre. De nouvelles pièces 3D seront créées bientôt, principalement des articulations. Ces outils pédagogiques seront disponibles auprès du GIA avant la fin de l'année et seront accompagnés aussi d'un support audio et de commentaires en alphabet braille. Avec moi sur ce plateau, 2 invités. Christian Bézard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du matériel spécialisé pour le comité Valentin Haoui des Yvelines. L'association est au service des aveugles et malvoyants. Avec nous également Catherine Aquaviva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déficiente visuelle et membre historique de ce comité des Yvelines Valentin Haoui. Alors avant de parler de cette conférence, peut-être une petite réaction sur le sujet que l'on vient de diffuser. Ce sujet sur cette bibliothèque en 3 dimensions qui permet à des étudiants une meilleure intégration professionnelle. Est-ce que c'est un projet, Christian Bézard, qu'il faut encourager, ce genre de projet? Alors parfaitement, le Valentin Haoui a dans son sein une école de kinésithérapeutes, donc déficients visuels, malvoyants ou non-voyants. Et je pense, n'est-ce pas Catherine, que ça devrait pouvoir intéresser les choses. Et les squelettes en 3D existent déjà, mais là c'est peut-être plus détaillé, j'ai l'impression. Hein. L'avantage, en fait, il faut savoir que le handicap visuel est le handicap où le taux d'intégration professionnelle est le plus faible. Donc tout ce qui peut favoriser l'intégration dans le milieu professionnel de personnes handicapées visuelles est à favoriser de toute manière. Alors je rappelle que vous êtes une membre historique de ce comité des Yvelines de l'association Valentin Haoui. Quelles sont les missions de cette association? Alors l'association a en fait 2 missions principales. La première, c'est d'aider en fait les personnes qui perdent la vue en les soutenant moralement, je dirais, psychologiquement, et puis aussi en leur apportant des formations. Donc leur fournir un maximum d'autonomie, de retrouver un maximum d'autonomie. Et le deuxième point, c'est de les empêcher en fait de s'enfermer chez elles, parce que quand on a eu quelques problèmes sur le trottoir avec des voitures, des mobylettes, on a tendance à rester chez soi et on perd tout contact social. Donc un des objectifs de l'association est de recréer du lien social avec des activités culturelles, de loisirs et sportives. Et on peut le dire, un comité des Yvelines dynamique, 600 membres environ et plusieurs antennes à travers tout le territoire. Absolument. Les antennes, donc Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Rambouillet. On est en train de développer une antenne, c'est tout nouveau, c'est de ce matin, à Saint-Quentin-en-Yvelines. On est en train de chercher un local d'ailleurs. Une annonce est faite. Voilà. Et puis les Mureaux également. Et Rambouillet, voilà, dans le sud d'Yvelines. Voilà, alors, des antennes qui sont efficaces et qui permettent justement aux déficients visuels de ne pas avoir à se déplacer sur Versailles, venir au comité qui est le centre vital de notre association. Des actions rendez-vous aussi que vous organisez, comme cet après-midi thématique samedi à la Rotonde à Versailles. Son titre, Déficience visuelle, quel futur? Un événement pour faire le point sur les avancées technologiques et médicales pour les déficients visuels. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, Catherine Aquaviva, vous qui êtes déficiente visuelle, est-ce que vous ressentez des progrès ces dernières années sur ces technologies qui peuvent peut-être améliorer votre quotidien? Complètement. De toute façon, tout ce qui est développement informatique en premier lieu, puis maintenant technologique avec tout ce qui est mémoire augmentée, va apporter en fait de l'aide dans l'autonomie des déficients visuels. Alors, tout ce qui est intelligence artificielle nous aide énormément à ce niveau-là. Oui, ça facilite le quotidien. Finalement, la technologie est au service du handicap. C'est-à-dire qu'autrefois, l'aveugle avait le bras, je vais être très schématique, mais avait à sa disposition une canne blanche et le braille. Aujourd'hui, avec toute la technologie qui existe, on peut utiliser des smartphones, on peut utiliser des ordinateurs, on peut vraiment utiliser au niveau technologique plein d'aides
quotidienne, et c'est d'ailleurs l'objectif du matériel du magasin que nous avons au sein de l'association, qui propose du matériel spécialisé qui nous aide dans la vie de tous les jours. Justement, des technologies qui existent, d'autres qui sont en projet vont être présentées donc samedi lors de cet après-midi thématique. Christian Vézard, notamment la canne connectée qui existe déjà. C'est un principe qui existe déjà. C'est quoi son principe? Alors, jusqu'à maintenant, on a des cannes de détection qui existent depuis un petit moment, donc qui permettent aux déficients visuels dans l'espace de repérer les objets. Parce qu'une canne blanche, ça permet de repérer les objets au sol, mais pas en hauteur. Donc une table, le déficient visuel va se taper dans la table, voilà, et les panneaux et tout ce qui est autour. Et puis, donc la canne connectée, c'est une canne c'est un boîtier qui va s'adapter sur la canne et qui va permettre donc de se repérer. Ça peut vous dire, à un moment, vous dites où suis-je, ça vous dit vraiment où vous êtes. Vous avez un GPS intégré qui vous permet de vous déplacer dans la ville où vous êtes. Ça détecte les feux sonores. C'est vraiment tout à fait intéressant, puisque donc, quand on veut traverser pour un déficient visuel, c'est très compliqué, se lâcher sur une traversée de rue. Et puis, ça permet, dans les villes qui sont adaptées, de repérer les bus qui viennent, donc savoir dans combien de temps ils seront là. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui existe actuellement. Et il y a en projet, ça sera également présenté, un casque de réalité augmentée. Voilà. Il nous reste un peu plus d'1 minute. Allez-y. D'accord. Donc le premier casque audio de réalité augmentée pour aveugles, c'est une mise en lumière qui change tout. C'est le titre de leur site. D'accord. Ils mettent en lumière de manière vocale les objets, les textes que la personne ne peut pas voir. Et la caméra du casque Panda filme donc l'environnement. L'intelligence artificielle lui permet de comprendre ce qu'il voit et de décrire l'environnement à son porteur. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée auditive. C'est un peu une voiture autonome autour du cou. Donc on a de cette façon, bon là c'est en projet, on les connaît depuis l'année dernière. Nous étions au congrès AVH l'an dernier, la start-up parisienne venait de se créer, et là ils sont dans les starting blocks. Ils vont être efficients. On est vraiment on est au bout du bout, et je crois que ça va arriver. Alors le temps de cet entretien est malheureusement écoulé, mais je précise également qu'il y aura des points sur les avancées en termes de médecine, et notamment par le professeur Jean-Marc Leget sur l'œil artificiel et la cornée artificielle. La cornée artificielle qui existe déjà, donc lui c'est sa spécialité mondiale, et puis donc l'œil artificiel pour tout ce qui est génétique et les greffes de rétine, qui est le grand espoir des déficients visuels. Et toutes ces informations, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site du comité des Yvelines. Valentin Aoui, merci à mes deux invités d'avoir été avec nous, Catherine Acquaviva, Christian Bézard, pardon, c'était marqué Bernard sur ma feuille. Merci d'avoir été avec nous. Un mot d'urbanisme à présent. La loi est claire, d'ici 2025, les communes devront avoir au moins 25% de logements sociaux. Il n'est donc pas rare en ce moment de voir des lancements de programmes immobiliers comme ici à Villepreux. La première pierre de ce nouveau chantier a été posée symboliquement vendredi dernier. Un peu plus de 400 logements, dont une centaine en locatif social, vont sortir de terre d'ici mars 2020. C'est la deuxième phase de la réalisation du nouveau quartier des Hauts du Moulin, entamé en 2014. Avec ces réalisations, Villepreux aura 13 000 habitants en 2020, soit 30% de population en plus en 12 ans. Écoutez le maire de la commune. Le premier objectif de ce programme, c'est de permettre aux habitants de Villepreux de poursuivre leur parcours entre des logements plutôt en maison vers du collectif. Ça, c'était vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, qui était très important, c'est de nous conformer à la loi SRU et de rattraper notre retard en logements sociaux. C'est ce que nous faisons avec plus de 120 nouveaux logements sociaux. Et actuellement, Villepreux dispose de 17,5% de logements sociaux, et ce n'est pas dans les clous de la loi SRU. En conséquence, la commune payera une amende cette année de 100 000 €. Comme chaque mardi, le portrait de la rédaction, elle représente les 790 avocats que compte le barreau de Versailles. En début d'année, Christine Blanchard-Mazy a été élue bâtonnier. Sa mission, être en charge du bon fonctionnement de l'un des 20 plus grands barreaux de France. Et c'est seulement la 3e femme à exercer cette fonction. Rencontre signée Aurélie Ronce. Depuis le 1er janvier 2018, Christine Blanchard-Mazy emprunte quotidiennement ce petit couloir qui mène à son bureau de bâtonnier. Titulaire d'une capacité en droit, un diplôme d'État d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat, elle fait ses études à la faculté de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. L'avocate prête serment à Paris en 1993, puis intègre le barreau de Versailles 2 ans plus tard.
Le monde judiciaire était pour moi une fascination. La défense aussi est un métier qui m'attirait au plus haut point. Et c'est tout naturellement, oui, que je me suis dirigée vers ce métier qui, 25 ans après, est toujours une passion. Spécialisée dans le droit de la famille, elle est élue le 22 juin 2017 bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles. Son mandat de 2 ans se terminera fin décembre 2019. Avant elle, seules 2 femmes ont accédé à cette fonction à Versailles, en 1959 et en 1996. Un honneur pour Christine Blanchard-Mazy. C'est comme dans tout domaine de la société, la femme doit prouver encore plus qu'un homme pour accéder à des fonctions de direction. Donc les avocats n'échappent pas à cette problématique que rencontrent les femmes, mais c'est vrai que ça a été assez dur. Il y a encore un état d'esprit assez misogyne, mais dans l'ensemble, j'ai été élue de façon extrêmement confortable et large, ce qui me donne une légitimité certaine. Chef des 790 avocats qui composent le barreau de Versailles, son rôle est multiple. Veiller à ce que chacun respecte ses obligations en termes de déontologie, en termes de formation, s'assurer que les droits des avocats soient respectés, mais aussi gérer les litiges. C'est quelqu'un qui va droit au but, hein, qui avance et qui ne recule pas et qui veut aller de l'avant sans arrêt. Moi, ça fait 20 ans que je suis là, donc c'est la première fois qu'on a une femme élue bâtonnier. Effectivement, en sachant quand même que le barreau est très féminisé, 60% du barreau, ça me paraissait un peu normal qu'une femme soit à un moment bâtonnier. En plus de ses nouvelles fonctions de bâtonnier, Christine Blanchard-Mazy continue d'exercer son métier d'avocat, indispensable selon elle pour rester en contact avec ses confrères et les juges, une profession qui est malgré tout stressante. Ce qu'on nous apprend au séminaire des dauphins, les dauphins ce sont les bâtonniers qui viennent d'être élus pendant 6 mois qui suivent leurs prédécesseurs avant la prise de fonction. Et donc au séminaire des dauphins, on nous dit la première chose, respirer, souffler. Ça c'est ce que je fais très souvent pour reprendre mes esprits et me concentrer. Bon, plus sérieusement, oui, je pratique du sport pour relâcher. Durant son mandat, Christine Blanchard-Mazy compte notamment mettre en place des outils afin d'améliorer la communication avec le grand public. C'était une journée dédiée au secteur Attrape. La fête de la petite enfance était au programme samedi dernier. Jeux, éducation, tant d'informations avec des professionnels. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les habitants. Retour sur cette 5e édition avec Nicolas Dandry et Camille Lambert. De simples bâtonnets, de la colle et des feutres, à 2 ans et demi, c'est déjà tout un univers et des techniques à découvrir. Mounia est venue spécialement ici pour partager un moment avec son fils. C'est bien pour lui, pour moi, ça permet de développer beaucoup de choses chez l'enfant. C'est un moment de partage parce qu'il rencontre aussi d'autres enfants et puis nous on rencontre les professionnels de l'enfance. Partager autrement, c'est le thème de cette 5e édition de la fête de la petite enfance à Trappes. Une journée d'échange entre parents, enfants et professionnels où le jeu est mis à l'honneur. Le jeu fait partie de l'éveil des enfants. Il est très important de partager ces moments avec eux. On a une vie qui s'accélère de plus en plus. Et là, on a de moins en moins de temps pour les petits bouts de chou. Donc c'est un moment qu'on apprend à partager avec son enfant. Il y a un pôle relaxation où on apprend à partager avec son bébé, son enfant plus grand, des moments de détente, ce qui sont très importants. Vous avez ça à la maison avec un ballon, une petite balle molle, souple, ou une petite voiture justement, en faisant des mouvements tout doucement, sans remonter, en descendant en fait, pour détendre la personne. La ville compte une 20aine d'assistantes maternelles publiques. Avec ce type d'événement, elle espère sensibiliser les parents, mais aussi les futurs parents de la commune. Et puis un mot de sport, promu l'an passé, le Sky Rugby évoluera bien encore en division honneur la saison prochaine. Ce week-end, le club a validé son maintien dans le championnat. Une victoire 29-14 face au club Ministère Finance Paris. Le résumé du match avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry.
Ce dimanche 9 avril, le Sky Rugby jouait sa survie dans le championnat de Division Honneur à domicile face à Ministère Finance Paris. Un match à enjeu qui n'a pas tétanisé le promu. Dès les premières minutes de la rencontre, les Saint-Quentinois mettent du rythme et remportent la première période 17-7 avec 2 essais inscrits. La consigne, c'était de se faire plaisir malgré la pression du maintien. Maintenant, on voit qu'il y a un vrai objectif parce que l'intensité est vraiment présente. Au retour des vestiaires, le Sky Rugby continue sur sa lancée. Les Bleus réalisent un 100% au pied en seconde période grâce à Julien Loberes-Lafaille pour l'emporter 29-14 au coup de sifflet final. C'est collectif, l'équipe a bien marché, devant, derrière, c'était bien connecté, le lancement de jeu était propre et voilà, ça fait une victoire au bout. On a fait exactement ce qu'on a voulu faire et ça a marché. Avec cette victoire, les Saint-Quentinois sont assurés de terminer à la 8e place sur 10 équipes engagées avec 4 points d'avance sur Mantes-Limay, le premier relégable. Le staff se projette déjà sur la saison prochaine. Il ne faut pas rajouter une seule chose, il faut toujours rajouter plein de petites choses pour que ça se passe bien. Il va falloir être meilleur physiquement, il va falloir être meilleur, quelques joueurs qui viennent un peu plus chanceux sur les blessures parce qu'on a bien chargé cette année en blessures, donc ça arrive, mais l'an prochain on aura peut-être moins de malchance là-dessus et après c'est toujours progresser, quoi. C'est-à-dire que là au match aller on a fait 3 victoires et au match retour on a fait 3 victoires plus un nul, donc c'est mieux. Le Sky Rugby clôturera sa saison ce dimanche 15 avril contre Vincennes à domicile en match en retard. L'occasion de préparer déjà la saison 2018-2019. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous sur TV78.